Guérini. La parole est à Monsieur le Président Damien Abad pour le groupe Les Républicains pour 20 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, avant toute chose, je veux saluer le Premier ministre qui a dû malheureusement quitter notre hémicycle en urgence suite à l'assassinat ignoble qui a été commis dans une église à Nice. L'horreur a encore frappé et à l'heure où des millions de Français allaient célébrer la Toussaint, la barbarie est entrée dans une église. Face à cet événement tragique qui frappe notre pays, je tiens ici, au nom de tous mes collègues députés Les Républicains, mais j'imagine aussi au nom de la représentation nationale, adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi que notre soutien aux policiers qui ont une fois encore agi avec sang-froid et courage. La nation est une nouvelle fois en deuil. Alors, soyons tous dignes, responsables et à la hauteur de cet événement tragique. Monsieur le Président, vous avez raison, la démocratie ne doit pas s'arrêter. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'aujourd'hui, un vote qui montrerait des fractures dans la représentation nationale soit opportun. Si vous décidez, et c'est tout à fait votre droit, de maintenir ce vote, alors en conscience et en responsabilité, notre groupe Les Républicains ne prendra pas part au vote afin de ne pas ajouter des divisions dans notre pays. Nous le devons aux Français, mais aussi nous le devons, mes chers collègues, aux Français. Et nous avons également, bien sûr, une pensée particulière pour notre collègue Éric Ciotti, qui part actuellement pour Nice avec le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Alors oui, il faut que ce débat ait lieu dans des conditions si particulières qui méritent de la dignité de tous les bancs. La vérité, effectivement, c'est que si nous sommes là aujourd'hui, c'est malheureusement parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à affronter une deuxième vague et peut-être demain une troisième. Oui, c'est vrai, cette pandémie, elle est mondiale. Oui, c'est vrai, tous les pays européens sont touchés avec plus ou moins d'intensité. Et oui, c'est vrai, rien n'est simple et tout n'est pas de la faute du gouvernement. Mais c'est vrai aussi, nous sommes face à un virus complexe, sournois, qui comporte beaucoup de zones d'ombre. Et donc, face à ce virus, nous devons tous être humbles et faire preuve de modestie quant à notre capacité à l'éradiquer. Comment ne pas penser ici, d'ailleurs, à toutes ces familles endeuillées par le Covid. Voilà pourquoi, en responsabilité, notre groupe Les Républicains appelle les Français à respecter les mesures annoncées hier soir par le Président de la République. Même si, comme eux, S'il vous plaît, seul le Président Abad a la parole. même si, comme eux, nous sommes inquiets S'il vous plaît, et parfois en colère, il est de notre devoir à tous de faire de la santé des Français notre priorité. Quand on est un responsable politique, on n'appelle pas à la désobéissance civile, surtout lorsque l'on sait qu'un reconfinement, c'est comme la rechute dans une maladie, ce sera forcément beaucoup moins bien accepté par les Français que la première fois. Voilà pourquoi aussi, en responsabilité, et compte tenu de la gravité de la situation sanitaire, nous disons aux Français que nous n'avons plus d'autre choix que celui d'un reconfinement. Mais il faut aussi que l'on soit clair. C'est bien par manque d'anticipation que nous sommes face à ce choix impossible, celui de choisir entre un tsunami hospitalier ou un effondrement économique et social. L'histoire de ce confinement et de ce reconfinement, c'est l'histoire d'un été pour rien, d'un été d'insouciance,
d'un été où aucune leçon, malheureusement, n'a été tirée. Pourtant, ces retours d'expérience sont essentiels si nous ne voulons pas revivre la même chose que lors de la première vague. Nous ne voulons plus d'une France où les portes des réanimations se sont malheureusement trop souvent refermées pour nos aînés de plus de 75 ans. Nous ne voulons plus d'une France totalement désarmée, sans masque, sans test, sans gants et sans curare. Nous ne voulons plus non plus d'une France qui déprogramme massivement des opérations pourtant si indispensables. Et nous ne voulons plus d'une France qui tourne le dos, trop souvent, aux cliniques privées et à la médecine libérale. Alors, anticipons. Anticipons vraiment, car ce manque d'anticipation, oui, ça a un coût sanitaire, économique et social sans précédent. Et les questions que tous les Français se posent aujourd'hui, c'est pourquoi nous ne sommes pas prêts, pourquoi nous n'avons pas pu anticiper cette deuxième vague, pourquoi nous n'avons pas augmenté nos capacités en termes de lits et de personnel dans nos services de réanimation, pourquoi nous avons mis tant de temps à généraliser le port du masque, pourquoi pendant très longtemps nous avons refusé de dépister massivement les Français, pourquoi la stratégie tester, tracer, isoler a échoué, pourquoi nous n'arrivons toujours pas à déployer massivement les tests rapides dits antigéniques, pourquoi la coopération entre les hôpitaux publics et les cliniques privées reste encore si difficile, pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui à ce choix impossible. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, ces questions, tous les Français se les posent. Et mettre en doute votre stratégie sanitaire et votre gestion de la crise, ce n'est pas chercher la polémique, c'est trouver des réponses plus efficaces. Et d'ailleurs, nos critiques se concentreront sur la stratégie sanitaire choisie par le gouvernement et non sur des divergences politiques qui ne seraient pas à la hauteur de la gravité de la situation. Mais je vous le dis avec gravité, le déconfinement a été raté. Et c'est parce que le déconfinement a été raté que nous sommes contraints à un reconfinement. Il a été raté parce que vous n'êtes pas parvenus à mettre en place une politique de dépistage par les tests, par le traçage et l'isolement efficace. Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, j'ai écrit hier au Président de la République pour lui faire part de toutes les propositions que nous faisons depuis le début de cette crise sanitaire. Dès le 24 avril, nous vous avions proposé de mettre en place un déconfinement sous protection avec un port du masque généralisé et obligatoire, un dépistage systématique dans nos EHPAD, des tests réguliers pour nos enseignants et la mise en quarantaine des étrangers arrivant sur le territoire national. Dès le 24 avril, nous avons demandé ce port du masque obligatoire dans les lieux clos. Et vous avez attendu, chers collègues, le 20 juillet, soit quasiment 3 mois plus tard, pour reprendre notre proposition. 3 mois de perdus qui nous coûtent cher aujourd'hui. Notre plan de déconfinement, bien plus protecteur que le vôtre, justement avait un seul objectif, c'était d'éviter le reconfinement. Malheureusement, certaines de nos propositions sont restées sans lendemain. Au mois de juin, lors de notre niche parlementaire, nous vous avons proposé de geler les fermetures de lits et de permettre à nos directeurs d'hôpitaux d'en ouvrir de nouveau pour une période de 24 mois sans autorisation préalable des ARS. Là encore, proposition balayée d'un revers de main. Cette semaine encore, nous avons fait au Premier ministre des propositions également formulées par le professeur Juvin pour augmenter nos capacités de lits de réanimation, en créant des hôpitaux éphémères, en ayant davantage recours aux cliniques privées, en formant de manière accélérée des infirmières et des internes, ou encore en recrutant des médecins réanimateurs à l'étranger. Le président de la République, hier, a dit que ces recrutements étaient impossibles en Europe. Mais il n'y a pas que l'Europe. Il y a aussi l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique où ces recrutements peuvent être possibles. Contre le coronavirus, il n'y aura jamais de solution miracle. Mais il existe une succession de politiques publiques qui peuvent, les unes après les autres, constituer une digue face à ces vagues successives. Que ce soit les hôpitaux éphémères, la formation accélérée des professionnels de santé, le corps auxiliaire de santé pour décharger des tâches quotidiennes les soignants,
le recrutement d'infirmiers, de médecins réanimateurs, l'autorisation des tests antigéniques, le plan de relance qui fait de la santé une priorité, la mise en quarantaine des étrangers qui arrivent sur le FOD national, ou encore une loi de programmation de 5 ans en matière de santé, sur tous ces sujets-là, nous vous avons fait des propositions. Beaucoup de gouvernements à l'étranger les ont repris. Malheureusement, vous avez préféré les rester lettre morte. Force est de constater que nous n'avons pas mis tout en œuvre pour réussir le déconfinement. Ce déconfinement chaotique, nous en faisons aujourd'hui les frais. Et les Français en payent l'addition. Alors aujourd'hui, pensons à tous ces Français qui vont voir leur avenir s'assombrir, leur liberté se réduire, leur crainte de perdre leur emploi s'amplifier, ou encore leur peur du lendemain les envahir. Pensons à notre jeunesse, privée de liberté, inquiète pour ses études ou pour ses débuts dans la vie active. Pensons à nos aînés, inquiets pour leur santé et isolés de leurs proches. Pensons aussi à nos soignants, débordés par cette seconde vague et épuisés par leur travail. Et rendons-leur ici encore un hommage pour leur dévouement et leur engagement au service des autres. Pensons aussi à nos commerçants, nos artisans, nos indépendants, nos restaurateurs, nos hôteliers, nos cafetiers, dépités, voire anéantis par ces nouvelles fermetures et angoissés pour leur avenir. Ces commerçants qui subissent une année 2020 apocalyptique et qui voient dans le même temps des plateformes de e-commerce réaliser des ventes records. Les PME et les commerçants, c'est aujourd'hui l'angle mort de votre politique de confinement. Tous ces acteurs économiques, ces chefs d'entreprise ne viennent pas gonfler les chiffres de contamination ou d'hospitalisation de l'ARS, mais ils sont aussi en grande souffrance. Pensons à tous ces acteurs du monde de l'événementiel, de la culture et du sport, totalement asphyxiés par cette crise sanitaire et dévastés à l'idée de ne pouvoir exercer leur passion. Pensons tout simplement à tous ces Français, des villes comme des campagnes, du nord comme du sud, qui doivent réduire leur vie à un métro boulot-dodo si peu épanouissant. N'oublions jamais que derrière le confinement, il y a des vies humaines, des vies comme arrêtées par l'angoisse et la peur du lendemain. Derrière le confinement, il y a aussi le chômage de masse, l'isolement social et la peur du déclassement. Alors entendez ce cri des Français qui vous disent aujourd'hui « Ne mettez pas le pays à terre, ne nous abandonnez pas ». Oui, dans ce confinement, il va falloir faire bloc. Faire bloc pour ne pas brader notre éthique sous couvert de la crise sanitaire. Oui, nous devons pouvoir accompagner un proche en fin de vie, honorer la mémoire de nos morts et rendre visite à nos parents en EHPAD. Je sais et j'ai entendu les consignes ministérielles sur ce sujet, mais combien d'ARS surinterprètent vos directives pour mieux couvrir son risque? Combien d'EHPAD ferment trop souvent et trop rapidement leurs portes par peur ou par excès de formalisme? Vous devez quotidiennement veiller à la bonne application de ces principes éthiques sur le terrain. Faire bloc aussi pour maintenir nos écoles, nos collèges et nos lycées ouverts et lutter activement contre les décrochages scolaires chaque jour plus nombreux. Faire bloc en annulant l'ensemble des charges sociales, fiscales et des loyers qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises et en transformant le PGE en quasi-fonds propres, car les entreprises ne pourront pas le rembourser. Faire bloc en lançant un plan Marshall pour les indépendants et les commerçants qui sont aujourd'hui durement touchés par les mesures annoncées par le président de la République. Soyons clairs, sauvons la France des commerçants plutôt que de dérouler le tapis rouge à la France d'Amazon. Faire bloc en ne laissant personne sur le bord de la route, grâce au dispositif de chômage partiel et d'aide sectorielle. Mais parce que nous sommes enracinés dans nos territoires, notre groupe, ce sera aussi la hotline de ces territoires, pour faire remonter à la représentation nationale toutes les incohérences que nous constaterons dans l'application de ces mesures au quotidien. Faire bloc, oui, mais aussi anticiper l'avenir. Anticiper ce mot qui fait cruellement défaut au gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire. Un déconfinement, ça se prépare, dès aujourd'hui. Et si vous voulez éviter un troisième reconfinement après les fêtes de Noël, il nous faut agir vite et fort. Et vous ne pouvez pas préparer ce deuxième déconfinement de manière aussi chaotique que le premier. Le prochain déconfinement ne doit pas être une nouvelle déconfiture. Ne cédez pas à la fatalité ou à l'impuissance. Dès à présent, il nous faut des tests antigéniques rapides aux résultats instantanés partout sur le territoire.
Dès à présent, il nous faut tracer avec efficacité et rapidité l'ensemble des cas contacts. Dès à présent, il faut bâtir une politique d'isolement des cas positifs. Tester, tracer, isoler ou tester, alerter, protéger, ça doit être prêt, ça doit être opérationnel tout de suite, pas dans 15 jours, pas dans un mois. Et dès à présent, il nous faut créer, comme en Allemagne, des lits d'urgence, déployer des hôpitaux éphémères, comme en Israël, et former, comme en Italie, des infirmières. Dès à présent, il nous faut une administration sanitaire de guerre et permettre de nouvelles ouvertures de lits de réanimation. Monsieur le ministre de la Santé nous en a annoncé le 28 mars 14 000. Le président de la République a dit hier 6 000. L'Allemagne, c'est 25 000 lits et 3 fois moins de morts. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, pour agir vite et bien, il faut aussi protéger vos soldats sanitaires. Protégez-les en rendant dès aujourd'hui obligatoire le vaccin de lutte contre la grippe pour les personnels soignants et hôpitaux des EHPAD. Comment est-il possible que seulement 23 % des aides-soignants en EHPAD et 60 % des personnels hospitaliers soient vaccinés? Il n'est pas possible, en pleine pandémie de coronavirus, d'avoir des stocks insuffisants de vaccins contre la grippe. Personne ne peut comprendre et accepter une telle pénurie. Faire reposer toute votre stratégie sanitaire uniquement sur les épaules des Français est une erreur. Mettre vos propres échecs sur le dos des Français est une faute. La défiance ne cesse de grandir. Et désormais, il y a urgence. Il y a urgence à sortir de cet amateurisme ambiant qui sape le moral des Français. Il y a urgence à sortir de ces politiques de stop and go où je confine, je déconfine, je reconfine, je déconfine à nouveau, sans tirer les leçons du passé. Il y a urgence à mettre sur pied un plan pour un déconfinement sous protection, clair et cohérent. Il y a urgence aussi, monsieur le ministre de la Santé, à anticiper la mise sur le marché d'un vaccin. Charles Michel, président du Conseil européen, assure que 3 ou 4 vaccins seront progressivement disponibles à partir de la fin de l'année. La France a-t-elle fait le nécessaire pour négocier des stocks le moment venu? Mes chers collègues, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, vous le voyez, nous n'avons eu de cesse de faire des propositions. Ces propositions, elles sont responsables, elles sont pragmatiques et elles sont crédibles. Contrairement à d'autres, nous pensons que ces propositions devraient être davantage écoutées, entendues et reprises. À force d'incohérence et de volte-face, vous avez perdu notre confiance, mais vous avez surtout perdu la confiance des Français. Oui, nous n'avons plus confiance dans un gouvernement qui devait être celui du déconfinement et qui, à la fin, nous emmène droit au reconfinement. Oui, nous n'avons plus confiance dans un gouvernement à la stratégie fluctuante, au tâtonnement permanent et aux résultats insuffisants, y compris en comparaison d'autres pays européens. Et nous pensons bien entendu à l'Allemagne. Et voilà pourquoi personne ici ne peut vous donner un blanc-seing. Personne ne peut ici avoir une approbation béate ou un aveuglement par rapport aux mesures qui ont été décidées. Nous serons, comme toujours, une opposition en responsabilité, une opposition de vigilance, une opposition qui ne vous donnera pas un blanc-seing. Nous ne croyons ni à la résignation, ni à la fatalité. Enfermer les gens chez eux pour les protéger ne peut être une solution durable ou renouvelable ad vitam aeternam. Nous attendons de vous des actes forts, des résultats tangibles pour sortir notre pays d'une triple crise sanitaire, économique et sociale. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, comme nous le disait avec justesse André Malraux, un monde sans espoir est irrespirable. La France doit très vite retrouver le chemin de l'espérance, de la liberté, de la croissance et de la cohésion sociale. Il nous faut tourner le dos à ces confinements successifs et battre une fois pour toutes cette maladie qui nous asphyxie tous collectivement. Cette promesse de jours meilleurs, vous ne la tiendrez pas seul. Si par manque d'humilité, votre gouvernement continue à rejeter les propositions de son opposition, vous vous éloignerez de la réussite. Depuis des mois, la droite vous formule des propositions. Il serait désormais grand temps de l'écouter pour qu'ensemble, enfin, nous puissions redonner un avenir à la France et aux Français. Merci, Monsieur le Président.